Bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver ce lundi 1er juin 2020 pour un nouveau programme du soir sur votre chaîne New World Info. Nous allons comme toujours commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce jour, on va parler des États-Unis, évoquer le meurtre de George Floyd qui agite tout le pays. Nous évoquons le sujet rapidement avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Une semaine après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans lors d'une interpellation par un policier blanc et son équipe, le mouvement ne décolère pas contre les violences des forces de l'ordre et le racisme qui se déroule. Ce mouvement se déroule désormais dans des dizaines de villes des États-Unis, au moins 75 villes du pays selon un décompte du New York Times. Connaissent cette nuit du 1er juin des manifestations contre le racisme et les violences policières envers la communauté, les communautés minoritaires, notamment les minorités noires. Mamadou Diouf, première question aujourd'hui, au-delà de ce que suscite cette mort de George Floyd comme émotion dans le pays, est-ce qu'on a réussi à déterminer exactement les circonstances du décès de cet Afro-Américain? Oui, les circonstances ont été déterminées, puisque comme d'habitude, il y a toujours un discours officiel. Au départ, le discours officiel a dit que c'est quelqu'un qui était incontrôlable. C'est le premier discours que les policiers ont servi quand ils se sont rendus compte qu'ils ont créé une bévue. Mais heureusement, il y a une dame qui avait son téléphone et qui avait filmé. Et ce qui s'est passé est très clair. Le policier est resté pendant 9 minutes sur ce noir, qui criait pour lui dire qu'il avait des problèmes et il n'arrivait plus à respirer. D'ailleurs, les gens en ont fait carrément un slogan. Ce qui est plus hilarant, c'est que quand vous regardez la vidéo, par moment, il met sa main gauche dans sa poche allègrement. Par moment, le policier enlève sa main de sa poche allègrement, comme s'il ne faisait rien du tout, comme s'il ne se passait rien du tout. Et tout cela a participé effectivement à amener les gens à vouloir se mettre en colère parce que finalement, on venait arrêter quoi? Une personne ou un mort? Puisque sur la vidéo, quand vous regardez jusqu'à la fin, vous vous rendez compte que finalement, au lieu d'amener une personne à la police, c'est sur une civière qu'on l'a mis. Raison pour laquelle, effectivement, les gens se sont dit non, mais c'est quelle forme d'arrestation? Est-ce qu'on a besoin de rester pendant 9 minutes sur une personne qui est déjà à terre? Et d'autant plus qu'il n'était pas seul, il y avait d'autres policiers qu'on voyait clairement au niveau de la vidéo à côté de lui. On ne voyait aucun danger de la part de celui qui était déjà plaqué sur le sol. Parce qu'à un moment donné, on a essayé de faire croire l'incident comme s'il y avait eu quelqu'un qui opposait une résistance qu'on voulait maîtriser, mais... Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit que dans le premier discours que les policiers ont servi, avant que la vidéo ne sorte, ils avaient été très clairs. Ils parlaient d'un homme incontrôlable. Mais quelqu'un sur qui on est pendant 9 minutes. Qu'est-ce qui est incontrôlable? Lui, il est sur le défunt. Les autres sont là autour parce que la vidéo prend également les autres policiers. À partir du moment où il est plaqué au sol, il y a un policier sur lui. Il y a d'autres policiers à côté qui sont là, qui regardent et qui ne disent absolument rien. Et c'est pourquoi dans les manifestations, les gens se plaignent en disant pourquoi on a attrapé le policier qui était sur lui et on a laissé les autres parce qu'on ne les a pas vus faire aucun geste pour sauver le noir en question. Donc, on ne peut pas dire que celui-là, même s'il avait peut-être été agressif au départ, ils avaient déjà réglé la question pour son arrestation. Ce n'est pas la première fois qu'un noir, notamment, est tué ou est l'objet de violences policières aux États-Unis. Comment comprendre que dans le cas de George Floyd, ça provoque autant d'émotions? En fait, comme on dit d'habitude, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il ne faut pas qu'on oublie que Martin Luther King a été assassiné dans des conditions qu'on n'a pas oubliées. Et aujourd'hui, les analystes disent qu'attendez, on va vers les manifestations qu'on avait vues après l'assassinat de Martin Luther King. Puisque, comme vous l'avez dit, plusieurs dizaines de villes, les gens manifestent, et pas seulement les Noirs. D'ailleurs, ce n'est plus aux États-Unis seulement que les gens manifestent. À Londres, à Rome, à Montréal, il y a un certain nombre de pays à l'extérieur des États-Unis où les gens ont manifesté. Parce que quand on regarde cette vidéo, on ne peut pas rester insensible parce que on est là, il doit être au tribunal aujourd'hui. On parle d'homicide involontaire. Quand on dit homicide involontaire dans ces circonstances, c'est comme si on fait de la provocation. Quelqu'un qui te dit « je ne respire plus, je vais mourir » puisque ça ne signifie pas
autre chose, tu restes sur la personne jusqu'à ce que mort s'en suive. Si on parle d'involontaire, qu'est-ce qui devient volontaire dans ces conditions-là? Donc ça fait que on a l'impression qu'on retourne vers ce qui s'était passé avec Martin Luther King. Ça vient à une période également où le Covid a décimé une bonne partie de cette population noire. Dans le chômage actuel, les Noirs sont les personnes les plus concernées. Donc c'est vraiment une goutte d'eau de trop par rapport à la situation des Noirs de façon générale, mais par rapport au fait que très facilement, le plus souvent, un soldat américain, un policier américain tire sur un Noir et s'en sort très facilement parce que si on l'amène au tribunal pour homicide involontaire, il ne fera même pas 5 ans de prison. Même pas. C'est clair qu'on va dire qu'il ne l'a pas fait exprès, on trouvera un argument de « il l'a menacé », peut-être que c'était une façon pour lui de se défendre pour éviter d'être tué par le Noir. Il se retrouvera peut-être même avec moins de 2 ans de prison. Les gens ont trouvé que c'est inadmissible. Et c'est pourquoi les manifestations prennent de l'ampleur jusque même devant la Maison-Blanche. Alors justement, jusque même devant la Maison-Blanche, mais l'attitude du président américain qui a qualifié ces manifestants à la limite de fascistes, de terroristes, jette aussi du feu sur de la poudre sur le feu. Bien entendu, c'est Trump, malheureusement. J'ai bien aimé la réaction de la maire d'Atlanta. Elle a dit simplement Trump doit juste se taire. Et je crois que c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que sa première réaction, quand il y a eu les premières émeutes au niveau de Minneapolis le soir, il a dit si on commence à faire le pillage, on va tirer. Twitter même a trouvé que ça, ce n'est pas normal. Comme réaction de la part d'un individu tout court, je ne parle même pas d'un président de la République. Donc, ils ont marqué la réaction pour montrer aux gens la dangerosité d'une telle réaction. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a continué en disant que c'est des anarchistes, c'est des extrémistes, c'est des gens de gauche. Il présente toujours les condoléances, vous dites qu'il a compris, mais après, il ajoute toujours un mot de trop. Plus grave, il s'est même permis de reproduire un tweet qui a été fait par une autre personne. Puisque Trump parle il faut ramener la sécurité collective. Cette personne dit que pour ramener la sécurité collective, les gens de bien doivent exercer une force écrasante sur les gens du mal. Quand le président reprend une telle chose, mais il ne cherche pas une solution, il cherche la bagarre, et c'est certainement ça aussi qui enflamme davantage parce que on aurait vu un président sortir, parler, regretter l'acte, présenter ses excuses, parce que c'est lui le premier garant de la sécurité des Noirs américains, mais on ne s'y attendait pas parce qu'on connaît sa posture. Il y a eu d'autres assassinats concernant des Noirs, il y a eu des affrontements, on l'a vu plutôt prendre le parti des suprématistes blancs au lieu de prendre le parti d'une autre victime américaine noire qui était tombée dans ces circonstances-là. Alors aujourd'hui, c'est pratiquement tous les États-Unis qui sont en ébullition et on comprend la situation. Mais quand on retourne un peu dans le passé, j'allais dire esclavagiste américain, est-ce qu'il y a des explications historiques qu'on peut retrouver à ce comportement qu'adopte la police américaine, surtout vis-à-vis des Noirs? Mais non, on ne peut pas parler d'explications historiques parce que il est vrai que l'esclavage a été un fait aux États-Unis. Mais il est vrai également que les Noirs se sont battus. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu la guerre de sécession. Il y a déjà eu des batailles sur cette question des Noirs aux États-Unis. On a pris les armes pour ça. Après les armes, Martin Luther King a mené tout un combat. Elijah Muhammad, plus connu sous le nom de Malcolm X, a mené tout un combat. Mais Obama, qui est devenu président au niveau des États-Unis, on fait quoi de tout ça? On ne peut pas accepter qu'Obama soit président des États-Unis et vouloir dire après que ces Noirs sont des esclaves ou ce sont des descendants d'esclaves. On ne peut plus parler de la sorte. Ces Américains portent dignement leur peau noire. Ils se considèrent comme des Afro-Américains. Ils n'ont aucun complexe par rapport à ce qu'ils sont. Ils se considèrent comme des Américains en bonne et due forme. Malheureusement, la discrimination qui s'est poursuivie jusqu'à présent, c'est cette discrimination qui fait qu'ils sont dans une posture d'un point de vue social beaucoup moins intéressante par rapport à la posture dans laquelle se trouvent ce qu'on appelle de façon générale les WASP, ceux qui sont des Blancs, anglo-saxons et protestants. C'est ça qui fait la différence. Mais on a bien vu des Noirs aujourd'hui se battre, se retrouver un peu partout. Quand il fallait faire la guerre du Golfe, celui qui était devant, c'est Colin Powell. Ce n'était pas un Blanc
c'était un noir. Donc on ne peut pas aujourd'hui, au niveau des États-Unis, comme l'a dit Obama, aujourd'hui, une telle chose ne devrait plus se passer au niveau des États-Unis. On ne peut pas retourner à l'histoire, on ne peut pas utiliser l'esclavage comme prétexte. L'esclavage a été aboli depuis fort longtemps. Les États-Unis sont un État, c'est eux qui réclament que les droits soient respectés dans le pays des autres. Ils n'ont qu'à commencer à les respecter dans leur propre pays. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Chine et l'Iran n'ont pas manqué de faire ce que les Américains font tout le temps. C'est eux qui donnent des leçons aux gens à chaque fois. Ils ont réagi en leur disant que ce racisme est enraciné au niveau des États-Unis. Justement, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a un racisme qui est enraciné au niveau des États-Unis. C'est pas un combat, surtout on a un président qui semble encourager cela. C'est pas un combat qu'on peut gagner par des manifestations de quelques jours simplement. Oui, mais c'est là où c'est dangereux. Parce que si le président ne donne rien, on va où? On a vu plusieurs fois des manifestations de la sorte aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'on exécute un noir, qu'on tue un noir, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des pillages. Quand les gens ont manifesté devant la Maison-Blanche, bon, les gens ont été inquiets au point de prendre le président de la République, d'aller le cacher dans un bunker, pour dire que les manifestations ont atteint un certain niveau. Mais à quoi cela sert pour les États-Unis? Est-ce qu'on peut dire aux Noirs, quittez ce pays, vous n'en faites pas partie? Mais c'est inimaginable. La seule chose qui est possible, c'est d'accepter qu'ils sont des citoyens comme les autres citoyens. Et c'est comme si Mandela a vraiment plus de portée sur le plan politique que Trump. Mandela est venu prendre un pays que des Blancs ont arraché à des Noirs. Au lieu de faire la revanche des Noirs, il a dit, lui, il veut un État qui soit arc-en-ciel. Un État dans lequel les Noirs, les Métis, les Blancs, tout le monde va se reconnaître dans cet État. Il n'est pas allé dans le sens de la revanche. Mais il est allé au contraire dans le sens d'établir une justice pour que tout le monde se retrouve dans ce pays. Mais Trump n'a pas la hauteur de Mandela. C'est simplement ça. Si Trump avait la hauteur de Mandela, s'il avait parlé très tôt, quand on a tué cet Afro-Américain, s'il avait pris la parole, sa prise de parole aurait suffi pour qu'il n'y ait pas du tout de manifestation s'il avait dit ce qu'il fallait dire. Mais malheureusement, il a jeté de l'huile sur le feu. Est-ce que lui-même peut être, j'allais dire, pour les prochaines élections, subir le contre-coup de la situation qui se passe actuellement? Mais bien sûr, l'électorat noir n'est pas négligeable aux États-Unis. C'est vrai qu'ils ne sont pas majoritaires, mais tous les candidats ont toujours travaillé à venir courtiser cet électorat noir. Et ici, ça ne sera pas l'électorat noir seulement, ça sera l'électorat également hispanique parce que les Noirs subissent plus, mais les Hispaniques également subissent parce qu'ils sont considérés également comme pas des Noirs, mais comme des gens de couleur qui sont différents de ces Blancs anglo-saxons et protestants dont je parlais tout à l'heure. Si ça se traduit par un mécontentement de ces minorités qui se disent, mais voilà ce que Trump a toujours dit dans son discours, on nous a toujours considérés comme des citoyens de seconde zone, c'est l'occasion pour lui donner une bonne leçon pendant ces élections, mais s'ils font peser leur voix chez le concurrent de Trump, ça peut effectivement faire un effet au niveau des prochaines élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons tout de suite à la pause. Après, on va retrouver l'invité de ce jour.